Alors, oui, un nouveau sujet, fini l'alimentation. Là, je vais parler maintenant du travail au Japon, mon expérience du travail au Japon. Donc, j'ai fait différents types d'emplois. Je vais parler de celui en cours. Donc, je ferai une vidéo à part pour expliquer comment j'ai obtenu cet emploi à l'aéroport. D'abord, pour ce premier épisode, je vais détailler une journée de travail dans son intégralité. Alors, je peux être planifié de différentes façons. Il y a trois types de planification. Donc c'est défini en fonction des besoins de la société, la disponibilité des employés, du type de contrat qu'on a. Voilà, donc dans mon cas, j'habite juste à côté de l'aéroport et j'ai postulé pour un emploi à temps plein. Donc on me sollicite pour trois types de planification, donc 8h 17h, donc c'est une journée réduite. Ça arrive chaque semaine, mais c'est pas systématique. 8-19h, donc ça c'est la journée typique, normale, et 8h 22h40. Donc c'est ce planning-là que je vais développer ici. Donc ces horaires, ce sont des horaires d'été. Donc en hiver, tout est décalé. Il faut imaginer, c'est une heure plus tôt en fait. Voilà. Alors, donc cette planification, donc 8h, 22h40, concerne une minorité d'employés. Donc généralement, ce sont des hommes ou des employés assez expérimentés ou ceux qui visent de l'avancement. Voilà. C'est pas un genre d'horaire qu'on impose en continu à des personnes. Voilà. Ceux qui font ça systématiquement, c'est qu'ils l'ont demandé. Ils sont volontaires. Donc dans mon cas, comme je suis assez récent dans la société, si on planifie une journée entière, bon, ils sont cool. Le lendemain, j'ai un jour de congé. Et le surlendemain, ils me mettent une journée normale, donc jusqu'à 19h. Voilà. Alors pour moi, ça commence à 5h30. C'est l'heure à laquelle sonne mon réveil. Généralement, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil à ma montre parce que il fait déjà jour en fait à cette heure-là. On va dire le soleil s'est déjà levé une heure avant. Donc je me prépare tranquillement parce que vraiment j'ai le temps. Je mets une tenue de travail au nom de la société. Je vérifie que j'ai bien mes outils de travail dans chaque poche. Je prends mon sac à dos dans lequel je mets toutes mes affaires, ordinateur, tablette, de la bouffe, des boissons, etc. Donc c'est assez lourd. Et je sors vers 7h10 environ en vélo pour me rendre à la gare principale. Voilà, donc à 7h24, je suis dans un train en général, et il me faut à peu près 5 minutes pour arriver au terminus, celui de l'aéroport. Donc comme j'ai dit, j'habite vraiment pas très loin de l'aéroport. Donc je passe plus de temps à marcher dans l'aéroport jusqu'au local qui nous sert de bureau que dans le train. Voilà, parce que l'aéroport c'est assez grand et je suis à pied. Donc je traverse la zone des arrivées des vols intérieurs et je m'engouffre dans un couloir réservé aux gens autorisés. Donc j'y croise des employés de diverses sociétés d'entretien, des sociétés de sécurité, il y a des groupes d'hôtesses de l'air, des douaniers, des policiers. Voilà, donc vers 7h40, j'ouvre le local. Donc j'utilise un petit appareil qui demande l'insertion d'un code à 4 chiffres. Donc en général, je suis le premier arrivé. J'enlève mes chaussures, donc on est au Japon, hein. Je pointe avec une carte à mon nom et j'ouvre une armoire où se trouve mon badge. Donc c'est l'outil le plus important dans mon boulot parce qu'il me donne accès à des zones restreintes et il est sans cesse contrôlé en fait. Tout le monde se regarde dans le badge en fait, pas dans les yeux. Voilà, et donc il me permet aussi d'ouvrir des portes afin de passer d'une zone à une autre. Voilà, et surtout, c'est ce qui me permet de grimper à bord des avions. Voilà. Donc une fois mon badge fixé à l'endroit prévu à cet effet, sur mon polo en fait, je jette un coup d'œil aux affectations de la journée. Pour chaque vol que l'on traite, il y a des tâches bien déterminées. Pour certaines, je travaille en équipe, pour d'autres, je vais intervenir seul sur l'entretien d'un lieu bien déterminé de l'avion. Je prends des notes pour pas oublier, et je me mets au sol en position CESA, puis j'attends l'arrivée du gros des collaborateurs. Voilà, ils arrivent en grappe, ils sont largués par deux navettes de la société qui les ramassent soit à la gare centrale ou bien devant le siège de la société. Voilà, donc c'est assez curieux parce qu'en fait, quand moi je prends le train à la gare, je vois à la gare des, des employés qui, eux, sont en train d'attendre la navette. Voilà, on se croise, soit ils descendent du train, et moi je monte à ce moment-là, donc c'est assez drôle. Voilà, donc ensuite à 8h, tout le monde a pointé, hein, tout le monde est dans la salle. Il y a un chef d'équipe qui prend la parole et le silence se fait. Donc, tout le monde écoute, on est tous assis à genoux sur la moquette, orientés vers le chef d'équipe qui dirige la réunion assis sur un, bon, c'est un sofa en fait.
Voilà, donc il nous donne des infos sur les vols de la matinée, donc les heures d'arrivée probables des avions, à quelle porte ils vont s'arrimer, le nombre de passagers. Donc généralement le matin on traite entre 2 ou 3 vols. On nous confirme aussi le type d'appareil parce que l'agencement diffère en fonction des modèles et des constructeurs. Voilà. Donc c'est important par exemple pour la position des poubelles, la position des toilettes, etc. Voilà, donc on peut consulter les plans des appareils pour valider nos zones d'intervention si jamais on a des doutes. Voilà. On fait aussi le point sur les problèmes rencontrés la veille et les mesures à mettre en place pour y remédier. Puis aussi il y a des changements de procédure. Ça peut être par exemple une compagnie aérienne qui demande qu'on s'y prenne autrement ou dans un autre ordre ou qu'on utilise de nouveaux accessoires. Voilà. Donc la réunion s'achève rapidement et on nous demande de rejoindre le local qui se trouve en face de la piste. Donc chacun y va, donc à sa vitesse, par son propre chemin. Donc il y en a qui vont sur le parking, qui attendent que les navettes viennent les ramasser. Et il y en a d'autres qui vont à pied par les couloirs de l'aéroport dans une zone interdite au public qui se trouve un étage en dessous des zones utilisées par les passagers. Voilà, donc les plus rapides à se rendre sur la piste sont ceux qui ont pour tâche de préparer les batteries des aspirateurs électriques ou ceux qui doivent charger les couvertures dans les véhicules. Voilà. Les autres, bah, ils y vont en discutant, ils prennent leur temps. Ah, ça parle beaucoup, hein. Voilà. Alors qu'on y aille à pied ou en voiture, on passe systématiquement par un contrôle de sécurité avec vérification des badges. Donc c'est important parce que techniquement, plutôt juridiquement, on n'est plus au Japon en fait quand on passe cette zone-là en fait. On est dans une zone internationale avec une réglementation un peu spécifique. Voilà. Donc une fois sur la piste, chacun sait ce qu'il a à faire. On commence à charger les véhicules. Donc nous généralement on commence par un vol Finnair, une compagnie de Finlande, en provenance de Helsinki. Pas mal de touristes européens qui débarquent en passant par cette compagnie parce que c'est la moins chère. Voilà. Donc on a un local face à la piste qui est partagé avec les exploitants de l'aéroport. Donc l'avantage c'est qu'une fois sur place, ils nous confirment le nombre de passagers. Donc, parce que nous on va charger les véhicules en fonction de ça. Donc on y met des couvertures, des coussins, des aspirateurs, des sacs, des produits d'entretien. Voilà, donc une fois après, on est en ce qu'on appelle en stand-by dans les véhicules. Donc on attend. Voilà, donc en général, pour gérer ce genre de vol internationaux, on a 3 véhicules, plus une voiture du chef d'équipe. Voilà. Donc on se met en route quelques minutes avant l'arrimage de l'appareil à la passerelle. Donc on reste dans les véhicules jusqu'à l'atterrissage complet de l'appareil pour des raisons de sécurité. Voilà, donc le chef d'équipe il nous a raconté que les turbines des avions avaient la capacité de transformer la chair humaine en steak haché. Donc on reste bien dans les véhicules jusqu'à ce que le pilote réduise le régime des turbines. Voilà. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que le chef d'équipe grimpe seul sur la passerelle, il rejoint le coordinateur responsable du vol. Voilà, donc nous, pendant ce temps-là, on commence à décharger les véhicules, on s'attroupe en bas de la passerelle, et dès que les passagers de la classe business ont débarqué, on est autorisé à s'engouffrer dans l'appareil par l'avant. Le personnel en charge de la classe éco doit attendre sur la deuxième passerelle. En fait. Voilà, donc une fois dans l'avion, bah là c'est la course. On change les couvertures, les coussins, on vide des poubelles, on nettoie les toilettes. En 30 minutes, l'appareil est prêt pour le prochain vol. Voilà, donc, en fonction des problèmes rencontrés, du manque d'effectifs ou du délai qui nous est accordé, on peut être amené à recevoir de l'aide extérieure de la part d'autres équipes qui appartiennent à la même société, qui travaillent habituellement dans d'autres zones, donc la zone des vols intérieurs en général. On a aussi les exploitants de l'aéroport qui sont de la partie pour nous aider en cas de coup de bourre. Et aussi l'équipage, il peut être amené à nous aider, il file quelques petits coups de main pour éviter que l'avion parte avec du retard. Voilà. Alors, les vols internationaux impliquent que de nombreuses poubelles sont pleines à ras-bord. Les pochettes des sièges regorgent de trucs achetés et parfois des objets oubliés. Donc, il faut imaginer, hein, ils sont là pendant 13 heures dans l'avion, donc ça en fait des tritus. Voilà. Alors moi, dans mon cas, généralement, j'ai 2 affectations possibles sur ce genre de vol. Soit je m'occupe des poubelles, donc décharger les poubelles, donc là ça implique que je sais exactement où je dois intervenir dans l'avion. Donc c'est pour ça que je vérifie le type d'avion auquel j'ai affaire.
Alors l'avantage aussi, c'est si je fais ça, en fait, je travaille seul, dans l'ordre que je veux. Je peux intervenir devant, derrière, au milieu. Vraiment, je m'y prends comme je veux, on me laisse faire. Voilà. Sinon, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on me charge de la distribution des couvertures propres et la collecte des couvertures sales avant de rejoindre l'équipe pour nettoyer les sièges, siège par siège, en commençant par la queue de l'appareil. Là, c'est du travail d'équipe, il n'y a pas d'initiative, c'est vraiment très linéaire. Voilà. Donc une fois qu'on a fini tout ça, on se retrouve tous sur la passerelle. On a amassé l'équivalent de 7 sacs poubelles pleins de très grande taille, quasiment autant de sacs comportant des couvertures sales, et au moins 4 sacs qui nous viennent de la classe business. Donc on va dire on a blindé la passerelle avec tous nos sacs. Voilà. Donc on descend ça sur la piste et chaque sac va dans un véhicule. Donc c'est pas au hasard en fait. Voilà, on a aussi l'exploitant de l'aéroport qui s'est pointé avec une sorte de benne. Donc on charge tout ce qui est à jeter là-dedans. Voilà. Donc ensuite l'équipe se sépare en deux. Il y a une équipe qui revient au local principal pour trier les couvertures, changer les batteries, laver les serpillères, préparer le matériel pour les vols suivants. Voilà, donc il est déjà 9h40 en fait. Et une équipe réduite part pour gérer un autre vol, donc le vol d'une compagnie coréenne, une sorte de charter. Voilà. Donc il s'agit d'un Airbus A320-200 avec très peu de passagers. C'est un vol très court, ils n'ont pas le temps de générer autant de déchets qu'avec un vol intercontinental. Et il nous faut à peine 10 minutes pour le remettre en état avec moins de 9 personnes en fait. Voilà. Donc cette même équipe de 9 personnes se sépare en deux groupes. Voilà, il y en a une qui attaque le nettoyage par l'avant, une autre par l'arrière, jusqu'à ce qu'il se retrouve au milieu de l'appareil. Voilà. Donc en général, dès qu'on a fini de nettoyer les premiers sièges, les hôtesses de l'air coréennes s'installent à l'avant pour déguster un petit déjeuner coréen. Alors, systématiquement, elles se jettent sur le kimchi, parlent du kimchi, s'échangent du kimchi, et tout ça, ça bavarde dans une ambiance bon enfant. Donc c'est assez cool de faire ce genre de prestation. Donc à 9h50, c'est terminé. L'équipe réduite rejoint le reste des troupes et vient aider à la préparation des accessoires pour les vols suivants. Ce sont des tâches extrêmement simples qui consistent en pliage, dépliage, nœuds. Donc n'importe qui peut faire ça. Donc on essaie de faire ça jusqu'à 10h30. Si le travail vient à manquer, on nous demande de ralentir la cadence. Ça c'est un truc qui m'a impressionné au départ. Ou alors on nous trouve quelque chose à faire en revenant au premier bureau, loin de la piste. Voilà. Les Japonais sont très forts pour faire semblant de bosser à fond sur un truc tout en traînant. Voilà. Sauf que c'est pas de notre propre initiative, c'est notre direction qui nous impose le rythme de travail afin qu'on ne voit jamais oisif sur la piste. Voilà, ça la fait très mal. Voilà. Voilà, à 10, l'équipe du matin pointe et quitte l'aéroport dans une navette de la société. Ceux qui sont planifiés comme moi jusqu'à 22h40 pointent aussi mais partent en pause déjeuner. Il reste ceux qui sont planifiés jusqu'à 17h ou 19h. Eux, ils ne pointent pas mais ils sont en stand-by. Donc, ils attendent le vol de midi, un avion en provenance du nord de la Chine. Oh, il est pas quotidien mais bon, il est assez fréquent quand même. Techniquement, ils sont en pause mais ils sont payés. Donc on leur donne 1 heure de rassemblement sur la piste en fonction de l'avancée du vol chinois. Donc pendant à peu près 50 minutes, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent. Voilà, ils sont assez tranquilles. Vers midi, après avoir passé un nouveau contrôle de sécurité, cette équipe réduite se retrouve sur la piste et monte dans l'avion chinois. Donc il s'agit aussi d'un petit Airbus A320-200, très prisé par les petites compagnies. Par contre, étant donné que la Chine est plus éloignée du Japon que la Corée, les passagers ont eu le temps de générer pas mal de déchets. Et il faut prendre en compte aussi les habitudes alimentaires des Chinois et leur niveau de civisme. Donc attendez-vous à des pépins crachés au sol ou dans les pochettes, des miettes parsemées sur les sièges et des brioches encore chaudes cachées au fond des pochettes. Donc c'est assez comique de récupérer les ordures dans ce genre d'avion. Alors le nettoyage, il prend 15 minutes. Donc c'est déjà un petit peu plus long que le vol coréen précédent.
Voilà. Mais bon, ça reste assez facile. Voilà, donc l'équipe revient au premier local et là, il pointe. Voilà, donc globalement de 12h35 à 13h30, tous les employés de la société sont techniquement en pause. D'ailleurs, ils appellent les exploitants de l'aéroport pour le confirmer, pour préciser qu'ils ne sont pas dispo. Donc à ce moment-là, certains sont chez eux, certains traînent dans l'aéroport, quelques-uns mangent leur bento dans le local principal, et en hiver, il y a une partie de l'équipe qui se rend à la cantine de la tour de contrôle. Voilà, donc c'est une cantine pour tous les gens qui travaillent à l'aéroport. Et l'avantage de cette cantine, c'est qu'on peut avoir un repas chaud, à base de riz ou de nouilles, pour une pièce de 500 yens. Voilà, donc c'est assez intéressant. À partir de 13h30, il y a des collaborateurs qui commencent à arriver au local et ils pointent. Voilà, donc il y a une réunion qui commence à 14h. Voilà, donc jusqu'ici, c'était ambiance bon enfant, on s'amusait. C'est maintenant que va commencer le gros du travail. Voilà, on a 3 avions internationaux qui atterrissent entre 14h30 et 15h45. Ce sont des appareils de très grande taille, donc en général des Airbus A350-900, des Boeing 767. Ils sont pleins à craquer, les poubelles débordent, et surtout, ils repartent dans la foulée. Voilà. Et donc le souci, c'est qu'en fonction de la météo, ils arrivent dans un ordre différent ou en même temps. Voilà. Et donc la réunion, elle va déterminer les étapes de notre intervention. Donc il s'agit de 3 vols en provenance des États-Unis, de Hong Kong et de Taïwan. Donc le chef d'équipe va préciser comment on va gérer la répartition des collaborateurs. Concrètement, l'équipe au complet va grimper dans le premier avion arrivé, mais une sous-équipe aura pour rôle de quitter son poste et de se rendre dans le deuxième avion dès que celui-ci sera posé. Voilà. Une deuxième sous-équipe peut venir en renfort par la suite. Voilà, pendant que les employés restants s'occupent de finaliser le chargement des véhicules dédiés au nettoyage du premier appareil. Voilà, ainsi chaque collaborateur doit savoir de manière claire et précise s'il fait partie de l'équipe qui reste jusqu'au bout, de celle qui change d'avion en priorité ou de celle qui change d'avion en second. Voilà, donc, de toute façon, il y aura des appels dans l'appareil pour que chacun rejoigne son équipe. Mais une erreur ou un oubli peut avoir des conséquences fâcheuses s'il s'agit d'une tâche particulière que seule la personne concernée pouvait effectuer. Voilà, parce qu'on n'est pas tous équipés des mêmes outils en fait. Voilà, donc ainsi de 14h30 à 16h, l'équipe est sous pression continuelle. Chaque minute compte et l'exploitant de l'aéroport nous envoie un responsable qui donne le rythme. Il hurle le nombre de minutes qui nous restent pour que l'avion soit prêt à recevoir les passagers. Voilà. Alors, les 2 avions en provenance de Hong Kong et de Taïwan sont systématiquement pleins. Alors, ils regorgent de cacahuètes perdues, et contrairement au vol finlandais du matin, l'équipage reste dans l'avion, ce qui rend les déplacements assez difficiles pour notre personnel. Alors, le nettoyage, il est réalisé en moins de 20 minutes. Donc, pour le vol du matin, c'était entre 30 et 40 minutes. Voilà. Donc là, ça demande une cadence de travail assez conséquente. Voilà. Quant au vol américain, qui est généralement le premier des 3, les procédures sont assez différentes, à la demande de la compagnie. Tout d'abord, on décharge nos véhicules devant une équipe de sécurité dédiée à ce type de vol. Ils vérifient tous nos accessoires et on passe à la fouille corporelle, tous, afin d'obtenir un badge d'entrée à bord. Et cela prend un certain temps. Il faut donc être présent sur la passerelle bien avant l'atterrissage de l'avion. Ensuite, une fois sur la passerelle, on salue en boucle les 200 passagers du vol. Voilà, ce qui consistait en un travail de nettoyage va se transformer dans ce type de vol en mission antiterroriste, ce qui n'est pas notre cœur de cible, c'est pas notre boulot à la base. Donc là, par exemple, le personnel qui est affecté au siège doit effectuer des mesures de fouille sur toutes les parties contenant des coussins ou des espaces un peu souples, ou des creux aussi. Voilà, donc on est équipé de lampes pour aller sonder l'intérieur des sièges, on démonte, on retourne, on palpe, on scrute, on cherche, on trifouille. Voilà, donc le moindre espace creux est fouillé.
Les vigiles aussi sont de la partie, pas sur les sièges. Donc eux, ils regardent en haut, en bas, et tout en nous surveillant en même temps, parce que c'est leur job. Voilà. Donc après 16 heures, donc tout le monde rentre épuisé au bureau, le bureau situé face à la piste. On décharge les véhicules à notre rythme et on commence à préparer les accessoires pour les vols suivants. Là, c'est plutôt pépère, des tâches simples, comme je vous ai dit tout à l'heure, répétitives, accessibles à tous. Donc on plie, on déplie, je sais pas, on enlève des étuis, des coussins, voilà, des trucs tout bêtes et on reprépare de nouveaux coussins. Voilà. Entre 16h30 et 7h, le chef d'équipe fait une réunion sommaire pour donner un horaire de rassemblement pour le prochain vol, faire le point sur la qualité de prestation du nettoyage des 3 vols précédents et expliquer à ceux qui ont fini dans quel véhicule ils doivent monter pour rentrer chez eux. Voilà, parce que les vannes, une fois vidées, servent de navette pour accompagner les employés. Donc il ne faut pas se tromper de véhicule pour rentrer. Voilà, donc de 17h à 18h, ceux qui restent sont en stand-by, donc en disponibilité, ou autrement dit en pause mais payés. Ça permet un peu de décompresser par rapport au coup de bourre précédent. On peut rester dans le bureau, profiter de la clim, ou se balader dans l'aéroport, ou comme moi, rôder dans les magasins qui proposent de la dégustation gratuite. Donc de galettes de riz à la crevette. Voilà. Alors ensuite, de 18h à 19h, retour sur la piste pour un second vol américain, cette fois-ci en provenance de Hawaï. Les conditions sont les mêmes que précédemment, on passe par la fouille au corps et on se transforme en agent antiterroriste à l'intérieur de l'avion. Donc on y passe 40 minutes environ, et il n'est pas rare que la société nous envoie des renforts. Donc 26 personnes sont nécessaires pour en venir à bout. Voilà. Donc c'est probablement le vol le plus fatigant à traiter et aussi le plus sensible au niveau de la sécurité. Donc tout le monde est pressé d'en finir. Alors à 19h, on range tout et on finit par décharger nos véhicules. À ce moment, on passe la main à l'équipe du soir qui continue de ranger à notre place. Ce sont des gens qui travaillent à temps partiel, qui ont choisi de faire cette plage horaire. Donc ils préparent les accessoires du vol américain du lendemain. Donc soit on enchaîne avec eux avec l'entretien d'un petit Airbus à 320-200 en provenance de Corée, soit on les laisse s'en occuper et on part en pause. Voilà. Donc une autre partie de l'équipe est programmée jusqu'à 19h, donc eux ils arrêtent, ils rentrent au bureau dans un des vans qu'on a rendu disponible pour eux. Et donc ceux qui finissent à 22h40 comme nous partent en pause. Donc ils sont toujours officiellement en stand-by, disponibilité, et continuent d'être payés. Donc qu'ils dorment, qu'ils lisent, mangent ou chient. Voilà, donc j'insiste sur ce point parce que si vous avez bien suivi, ces moments à être payés sans être en train de travailler sont assez nombreux dans cette profession. Donc là, lorsque les vols sont assez réguliers, quand ils arrivent bien à la même heure, c'est 3 heures de paye tout bénéf. Par contre, en cas de retard, de vol irrégulier, donc on est disponible, donc on reste sur place. Donc c'est l'un des aspects de ce métier, on dépend totalement de l'heure d'arrivée des avions. Donc si je finis à 19h et que l'avion en question, l'avion que j'étais censé finir à 19h arrive à 21h, je suis d'astreinte. Voilà, donc heureusement c'est assez rare. Donc bref, autour de 19h30, on est en pause, une pause assez conséquente, plus ou moins 2 heures. C'est l'occasion de décompresser. Donc on peut trouver un coin pour faire une sieste, dîner, discuter. Le dernier vol à traiter vient de Hong Kong. Il a une particularité, il passe la nuit dans l'aéroport, parce que l'aéroport il ferme la nuit. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'en occuper pendant 1 heure. C'est un Airbus A350-900 ou 1000. On connaît bien ce genre d'appareil, ça devrait bien se passer. Néanmoins, il faut rester vigilant par rapport à notre vitesse d'intervention. Car même si on a 1 heure, on est à peine 8 pour s'en occuper. Donc il ne faut pas s'endormir. Voilà. Donc au moins, l'équipe débarque, l'équipage débarque et ne traîne pas dans nos pattes. Donc on va pouvoir se déplacer à notre guise. Voilà. Donc autour de 22h30, on en arrive à bout. L'appareil restera sur la piste jusqu'au lendemain. Donc on charge nos véhicules, on largue de manière sommaire tous nos accessoires dans le local adapté. L'équipe du matin se chargera de préparer la suite. Voilà, donc 22h45, je prends le train à la gare de l'aéroport
Donc le dernier train part vers 23h20. Si jamais j'étais pas en mesure de le prendre, la société, elle me raccompagnerait en navette de toute façon. Voilà. Donc je suis de retour en ville, donc vers 23h. Donc à cette heure, il y a plus moyen de faire mes courses. C'est fini, hein. C'est pas comme si j'étais en ville, je suis à la campagne, il y a plus de magasins ouverts. Par contre, je peux toujours me dépanner en allant au combini du coin, où je suis accueilli par une caissière qui est aussi une ancienne collègue, parce que j'ai aussi bossé dans un combini. Voilà. Alors ça fait quand même de longues journées, mais les pauses sont longues et nombreuses et ça rend tout ça plus tolérable. On est loin du travail forcené du salariman japonais tel que on peut l'imaginer en Occident. Alors l'une des activités les plus nombreuses pendant les pauses, c'est la sieste. Voilà, donc moi-même, j'hésite pas à pioncer 2 heures d'affilée le midi, hein. Si je suis fatigué, j'hésite pas. Et personne me dira rien, je dirais même ils vont participer. Donc j'apporte mes propres couvertures. Alors c'est assez drôle quand on ouvre le bureau entre 11h30 et 13h30, il est pas rare de voir 2 collaborateurs écroulés sur le sofa, 3 ou 4 couchés sur la moquette et un affalé sur une table. Voilà, c'est assez courant. Donc voilà pour cette journée type dans la journée où je suis employé. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur d'autres thématiques comme le comment et pourquoi je me suis retrouvé là et les différences hommes-femmes au travail. Voilà, allez, c'est terminé.